Moi, des fois, je m'amuse à des chemins que je peux faire tous les jours, ou la maison dans laquelle je vis, je fais l'expérience de la regarder comme si je l'avais jamais vue. Et Dieu que je découvre des choses à chaque fois. Simplement parce que j'essaie de retirer, déconnecter l'habitude qui fait que, ah ça va, j'ai les marqueurs suffisants, mnésiques, d'un goût, d'une forme, d'un endroit, d'un objet placé quelque part, d'une façon de faire, et de développer cette pratique, d'essayer d'arriver neuf pour découvrir de nouvelles choses. Elles se trouvaient là, devant mes yeux, sur ma langue, dans mes oreilles, mais mes filtres les avaient isolés, les avaient mis de côté, à l'avantage d'autres choses qui s'avèrent intéressantes. Donc il y a quand même aussi cette possibilité de se faire, de s'étonner, enfin l'étonnement, voilà. On peut le pratiquer aussi, je pense. Bonjour Jean-François, j'ai été à écouter votre grande interview d'une 4h30, 4h45 et j'arrive maintenant, après cette grande discussion, pour essayer de ressortir quelques petites choses, poser quelques questions qui me sont passées par la tête. Je me suis dit à un moment donné, parce que vous avez commencé l'interview au tout début en parlant de notion de crise, notion d'évolution. On passait d'une crise à l'autre pour évoluer, pour grandir, pour... ok. Et je me dis, dans la petite musique sociétale, j'ai l'impression, depuis que je suis né, d'entendre ce terme de crise à longueur de temps, voire même qu'il était quelque part un peu banalisé. On m'en a parlé de crise des subprimes, de crise pétrolière, de crise de tout. Du coup, ça banalise le terme de crise. Or, quand on la vit, du coup, cette crise existentielle, que je vais appeler comme ça, elle est quand même difficile à vivre. C'est pas juste une petite musique, c'est vraiment quelque chose qui s'incarne dans le corps. Pourquoi est-ce que, à ton avis, si tu as une idée, toujours pareil, hein, tu prends ou tu prends pas les questions, la société a eu besoin d'utiliser ce terme de crise à longueur de temps dans le récit collectif? Est-ce que tu auras une idée par rapport à ça? Tu t'es questionné par rapport à ça? Déjà, bonjour Gaëtan, et merci d'avoir tenu le coup aussi longtemps, tout en assurant la technique et d'apporter voilà ces questions et ce regard si important. Donc merci, je voulais commencer par ça. Merci. Écoute, des fois, j'ai fait une expérience dans des groupes comme ça et d'inventer une crise. En fait, de dire donc de créer un récit et de dire oui, puis alors en plus avec cette crise qu'il y a entre nous là depuis tout à l'heure, etc. Et le simple fait de dire ça provoquait la crise. Donc il y avait quelque chose de déclaratif et d'auto-réalisateur aussi, du simple fait de l'apporter. Mais je trouve que en fait, il y a quasiment la réponse dans ta question. Il y a, je crois, des vraies crises qui se passent à l'intérieur dans le vécu de l'être et qui relèvent d'effondrement absolu et qui peuvent aller jusqu'à l'annihilation de l'être, qui peut en mourir, qui peut mettre fin à ses jours, ou bien simplement même ça peut rendre la personne tellement malade, tellement déconstruite qu'elle en meurt. Hein. Donc des vraies crises. J'ai l'impression, effectivement, moi aussi, hein, je sature complètement d'entendre la crise de ci, la crise de ça, donc une sorte de mot fourre-tout, mais qui semble témoigner que nous nous trouvons dans une dialectique euh, qui nous enferme dans problème et solution à trouver. Problème, solution. Tout devient un problème et tout devient des solutions à trouver. Et ça nous enferme aussi dans une dialectique matérialiste en tant que telle, euh, et une sorte de, de conscience qui aurait remplacé la religion. Ça veut dire qu'il y a quand même un ordre extérieur à nous qui doit guider nos actions. Et quoi de mieux que les crises? Parce que les crises, il faut les résoudre. Donc, tu n'as pas de liberté quand tu as une crise.
Et tu as déjà défini, tu as déjà imposé un cadre. Si je te dis, il y a la crise de ci ou ça, la crise des subprimes, la crise de je sais pas quoi, peu importe, voilà. J'ai déjà produit un énoncé qui forçait un cadre et qui empêche de penser au-delà de ça, parce qu'il y a simplement un problème ponctuel à résoudre, et ça ne m'invite pas à revoir le système dans son ensemble. Ça m'inclut, ça me force automatiquement dans l'acceptation du récit collectif. Donc voilà, je pense qu'il y a une fonction comme plein d'autres. Hein, il y a plein d'autres fonctions dans le langage, mais pour l'instant, j'y vois entre autres cette fonction-là. Je ne sais pas ce que toi si tu vois aussi Si, quelque si. chose. Ouais. J'entends, j'entends cette. Je n'ai pas le choix. C'est une crise. Et souvent, derrière le terme de crise, on entend une sorte d'urgence médicale dans le terme urgence que j'emploierais. Urgence à la survie. Donc c'est une crise, je n'ai pas le choix, y compris le sacrifice qu'il peut y avoir autour de cette crise, Ouais. l'amputation d'une personne ou d'un membre de la société ou d'un membre physique. Voilà, c'est une crise, c'est une gangrène. Et j'entends aussi il y a une impuissance derrière le c'est en crise. C'est en crise, donc tu pourras pas faire grand-chose parce que c'est plus fort que toi, avec ton petit niveau, ta petite réflexion. On va pas pouvoir faire grand-chose parce que là c'est une crise majeure. D'ailleurs, il y a ces termes de crise majeure parfois dans le Ouais. discours. Donc, c'est pas de ton niveau, c'est de notre ressort à nous, les décideurs de plus haut niveau. Il peut y avoir cette couleur-là que je peux entendre parfois. Tout à fait. Et ça met aussi en toile de fond, sans le dire, une normalité, puisque la crise, elle se différencie de la normalité. Donc, sans le dire, ça pose une normalité en fond. Il y a une crise, donc il y a quelque chose de plus normal. Mais C'est voilà, juste. donc ça procède tellement du maintien, ça impose le récit collectif, et je trouve ça insupportable, je dois le dire. Oui, puis il y a toujours en plus on vend l'espoir on va revenir dans un état précédent, d'homéostasie précédente, une fois qu'on aura réussi à régler cette crise. Ce qu'ils ont en Exact. plus que les personnes qui vont réussir à régler cette crise ont un niveau de compétence et d'action qui, là encore, dépasse les simples, comment on pourrait dire ça, les simples personnes qui vivent cette crise. Parce que eux ne vivraient pas cette crise, d'ailleurs, ils sont décideurs. Donc, quelque part, ils la vivent pas vraiment, en fait. Ils sont un peu déconnectés. Et surtout, ils sont pas à l'origine. Ils vont être le remède. Oui, et puis les crises servent aussi très bien d'objet monstre. Donc, nous devons nous réunir contre, voilà, pour résoudre la crise, notre ennemi commun. Et donc, et moi, j'ai vu la crise. Regardez. Donc, il faut la résoudre. Et comme je l'ai énoncé, j'ai aussi ce pouvoir-là. Et ça, alors qu'on ne se questionne pas si peut-être la crise, elle a quelque chose d'excellent et de très intéressant. On ne se questionne pas si la crise en tant que telle ne vient pas d'une question complètement systémique et non pas conjoncturelle, mais complètement engrammée dans le système général. Ah, voilà, donc ouais, ça dit beaucoup de choses ce mot, oui. Ça me fait penser à un tremblement de terre, et on l'appellerait tout d'un coup, c'est une crise. Et après tout, le tremblement de terre, comme tu dis, ça peut être systémique, c'est les tectoniques des plaques, ça avance, ça bouge. Peut-être que ça va créer un nouveau continent, et de nouvelles ressources vont émerger qu'on n'aurait pas eu avant. Comme tu le dis, la crise, après tout, qui est souvent évidemment vue sous un prisme négatif, peut être source de plein d'espoir, après tout. Ouais. Mais on fait pas la différence entre l'effondrement des systèmes. Là, peut-être, voilà, il y a une société qui s'effondre et autre chose qui va pouvoir émerger, tout comme notre propre vie. Et puis, ces crises à répétition qu'on nous vend, dont on nous rabat les oreilles dans les médias, il y a que ça, quoi. Partout, tout le temps, des crises, des crises, des crises, ouais. Voilà, peut-être une crise des crises. Faut nous tenir en alerte, faut nous tenir en alerte pour qu'on soit plutôt dans une peur. Est-ce qu'il y a un rôle au niveau société de nous mettre dans cette posture-là, à ton avis? Voilà, on en revient dans toute mon approche sur ce que j'appelle les objets liens. Et dans les objets liens, ce qu'on appelle les objets monstres, ça veut dire de créer un danger et de l'entretenir. Parce que quoi de plus facile? Il s'agit du plus vieux truc politique et qui marche toujours. Il continue de marcher. Donc pourquoi ne pas l'employer? Donc il faut forcément des objets monstres. Alors des méchants immigrés, des méchants juifs, des méchants arabes, des méchantes femmes, des méchants ci, des méchants ça, des méchants virus, et puis des méchants ennemis
invisibles, donc systémiques, sous forme de crise. Donc la crise de l'emploi, la crise de la confiance sociale, la crise politique, la crise du Parlement, là, etc. Voilà. Et donc, ça crée ce climat de peur, et quand des gens ont peur, on les contrôle. Donc, bon, il n'y a que du classique, là, hein, j'ai rien inventé. Ils contrôlent et ils consomment, ce qu'ils avaient constaté aussi, et ce qu'on a pu Ouais. reconstater dernièrement. À ce moment-là, on fait des réserves, on consomme. Deuxième Guerre mondiale, on prend du sucre et de la farine, mais en tout cas, on consomme. Ce que je me faisais dire pendant que vous discutiez avec Mathieu, j'aimerais beaucoup être dans un endroit avec beaucoup de paix, de tranquillité et d'échange. Mais est-ce que le système capitalisme qui se base sur la consommation serait heureux de croiser des sociétés calmes? À un moment donné, les milliardaires, c'est aussi des gens qui fabriquent des armes, donc ils ont tout intérêt aux différents conflits. Donc difficile de se dire, pour moi en tout cas, dans cette société telle qu'elle est à l'heure actuelle, en tout cas verrouillée, basée, fondée, et je presque envie de dire bétonnée, difficile de pouvoir se dire que de mon vivant, je vais pouvoir voir quelque chose de plus serein et d'équilibré. Est-ce que toi, tu as cette croyance-là du côté ça va être possible, on va pouvoir le toucher du doigt, ce côté apaisé? Il y a pour moi une double réponse. Au niveau collectif, je n'en sais rien parce qu'il n'y a rien de linéaire. Donc on sait que ça fonctionne par des mécanismes de rupture, de transition de phase, et les transitions de phase, ça a lieu comme ça, avec probablement des régressions comme on en voit actuellement. Pour moi, les mécanismes de régression de l'humanité auxquels on assiste, donc les retours identitaires, les replis identitaires qu'on voit un petit peu partout, les reculs donc dans des consciences bleues, si on prend la spirale dynamique, ou bien dans des consciences ethnocentrées, traduisent en même temps donc ces changements, mais il peut y avoir des bascules dans l'autre sens extrêmement rapides. Donc, vais-je le voir? Je n'en sais rien. Et je vais te dire, je me pose pas trop la question, parce que justement, j'en sais rien, donc ça sert à rien de me, me turlupiner là-dessus. Même que je pourrais savoir s'il va faire beau dans 15 jours ou pas, j'en sais rien. Je vais pas me prendre la tête là-dessus. Donc, tout ce que je peux faire, je peux simplement rester concentré sur ce que je fais de mieux, et ce que j'ai choisi de faire. Moi, j'ai choisi de créer de nouveaux récits qui permettent de voir le monde peut-être un petit peu différemment des récits collectifs, de les faire soit dans des échanges comme on les a maintenant, soit dans de l'écriture, dans des formes artistiques, et de rester concentré là-dessus. Et après, de travailler ma propre paix intérieure. Voilà, autant que je le peux. Je me trouve pas pour l'instant dans un pays en guerre, par exemple. J'ai pas peur, comme tant de gens dans le monde aujourd'hui, de me prendre des bombes sur la tête. Ça va peut-être arriver, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai encore le pouvoir de pouvoir œuvrer une paix intérieure sans avoir à me questionner sur ce que je verrai ou ne verrai pas, parce que ça me semblerait une dépense d'énergie et de jus de cerveau un petit peu inutile. Voilà. Je sais pas comment toi tu ressens les choses. Non, bah, j'entends le côté rationnel à un moment donné d'aller dans les directions qui te font du bien avant tout, toi aussi, avant même d'être vers des causes plus générales et plus humanistes. Déjà, toi, te sentir bien dans ton être, j'en viendrais presque à être inspirant avant même de faire, ça peut déjà être un beau cadeau. Tu vois, vous avez parlé d'effondrement, enfin tu as parlé d'effondrement par rapport à la petite mort psychique lors de ces périodes de crise, et du problème de la recherche de causalité. Mm. C'est vrai que souvent, par rapport à ce qui nous arrive, on est à la recherche de causes. Est-ce que c'est une habitude qu'on nous a enseignée d'aller chercher la cause? Est-ce que c'est une évolution finalement de l'esprit humain d'aller chercher des causes pour essayer de limiter ou arrêter les conséquences? Ou de tout temps on était à la recherche de causes? Remarque, je suis en train de me dire les religions ou les clairs dans le ciel, sans doute que nos aïeux ont recherché des causes aussi à ça, et à défaut d'avoir une raison concrètes ont pas mal pu inventer autour de ça. Mais ce rapport de causalité, j'ai cru ressentir, et tu me diras si c'est vrai ou pas, que pour toi, mettre de côté la causalité, à un moment donné, ça pouvait être quelque chose d'intéressant, de pas toujours rechercher la cause, juste vivre et la transition que ça générait, cette conséquence. Est-ce que je sais pas si je suis clair dans l'explication, dans la présentation, mais n'hésite pas à me re-challenger là-dessus.
Il y a plusieurs choses. Si je regarde l'avenir, il y a plein de choses dans l'avenir, dans mon avenir ou dans l'avenir du monde, euh, qui vont se passer qu'on ne peut pas réduire comme ça à des effets dominos, de cause et d'effet. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'effets papillons déjà, donc de mécanismes d'émergence sur des milliards de milliards de milliards de micro événements qui contribuent, qui alimentent les changements à l'échelle macro. Donc de l'échelle micro qui produit des changements à l'échelle macro. Et donc réduire ça à simplement une ou deux causes, alors qu'il y en a des milliards et des invisibles, donc me semble on va dire quelque chose d'assez pratique pour bien des choses, mais extrêmement limitant. Et pareil pour moi-même. Donc il faut bien on a besoin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de voir des causes et des effets, des mécanismes d'enchaînement, simplement parce que nos structures narratives fonctionnent comme ça. Je dirais que simplement, il ne faut pas rester dupe et au moins se dire qu'il y a une foultitude de choses invisibles qui ont contribué au présent, soit à mon présent psychique, soit au présent d'une situation dans la vie, des gens, de l'humanité, de la politique, ou etc. Et même si on voit éventuellement des grandes causes, dès qu'on creuse un peu, on voit que ça devient un problème infini. On peut, par exemple, je sais pas, sur ce qui a provoqué la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit des tas de degrés de discours, certains très simplistes. Il y a un méchant Poutine voilà, qui a voulu, voilà, qui a des ambitions démesurées. Ça ne s'avère pas faux en tant que tel. Mais cela s'avère-t-il suffisant? Il y a quoi qui a fait qu'un mec comme ça arrive au pouvoir? Il y a quoi qui fait qu'un mec comme Trump arrive au pouvoir? Il y a quoi dans l'histoire transgénérationnelle qui a créé, qui a donné naissance à ce conflit? Il y a quoi qui, dans le narratif aussi nationaliste, d'identité ukrainien, pour des bonnes ou mauvaises raisons, je rentre pas dans les jugements de valeur, mais va faire la polarisation. Tu sais, il suffit que j'érige une citadelle au milieu du désert, il y aura forcément quelqu'un pour venir l'attaquer. Par sa simple existence. Hein. Donc tout ce que l'on fait exister provoque une réaction inverse aussi. Voilà. Donc tout ça, ça nous amène à nous méfier des discours simplistes des causes et des effets. Ça ne l'invalide pas. On a besoin des causes et des effets. Il y a bien des trucs très simples du genre si je gagne pas d'argent, je paierai pas mon loyer. Si je mets pas du fuel dans mon réservoir, ben, je tomberai en panne. Des choses comme ça. Si je conduis les yeux fermés, ça va mal se finir. Donc bien sûr, il y a des tas de choses comme ça. Mais voilà, ça constitue une petite trame de la réalité dans quelque chose de beaucoup plus grand, à mon sens. Ouais. Par rapport à cette crainte ou cette recherche de causalité, est-ce que la proposition serait de se dire reprendre de la confiance dans le processus, avoir plus de confiance dans le processus pour lâcher un peu sur cette recherche des causes-conséquences? Ben, je dirais qu'il y a là, on entre dans les expériences dites transrationnelles. Ça veut dire que la rationalité qui justement essaye d'isoler les causes et les effets, et elle doit faire son job, mais il y a cet au-delà de ça, il y a plus que ça. Et donc, ça nous amène encore une fois sur la conscience. Si on reprend aussi la spirale dynamique dont nous avons parlé, ça nous amène dans le jaune et encore plus évidemment dans le turquoise. Ça veut dire que on peut se relier, on peut laisser vivre en soi une connaissance qui va au-delà de tout ce que les dialectiques, nous proposent, ça va au-delà de ça. On ne pourra pas, par le discursif, on ne pourra pas, par le logico-déductif, comprendre ce qui se passe, et pourtant, on peut se relier. On peut avoir une connaissance, et donc, ça rejoint le mot de confiance, parce que si on connaît, on a confiance. Que des choses vont se réaliser, qu'on va même y participer, sans que l'on ait enfermé ça dans un discours d'action et notamment de cause et d'effet. Alors, ça peut sembler très New Age pour beaucoup, très woo-woo, tout ça, bon, médite, et puis le monde va changer. Je ne parle pas du tout de ça.
Je parle vraiment il faut l'avoir vécu, je dirais, pour savoir de quoi on parle. Euh, Puisque de toute façon, déjà, objectivement, on sait que dès qu'on creuse un peu, on ne peut plus réduire la réalité à simplement des causes et des effets, que toute explication causale d'un phénomène s'avère absolument insuffisante, ça fait un raccourci qui peut convenir à certains moments, une simplification qui peut convenir. Donc s'il y a une infinité d'autres choses, il y a quoi? Et comment se laisser pénétrer par cette connaissance-là? Voilà, là il y a une pratique. Il y a une pratique de la conscience, il y a une pratique spirituelle, et qui demande de la confiance, parce que alors là, le mental rationnel y perd pied, évidemment. Et on a du mal à faire la différence entre pré-rationnel ou irrationnel et transrationnel. On revient à ça. Là, on aura peut-être l'occasion dans d'autres échanges, voilà, de creuser ces notions-là. Je vois. Par rapport à, tu as évoqué aussi à un moment donné le rôle de l'oubli chez l'enfant, enfin en tout cas que l'enfant oubliait certaines phases de son développement. Dans toi aujourd'hui, est-ce que l'oubli a une importance chez toi? Ben, il doit en avoir parce que il y a quand même des expériences traumatiques graves que j'ai vécues, et il y a eu des fonctions d'oubli. Ça veut dire que j'ai pu les retrouver plus tard par un long travail d'introspection, par un long travail d'analyse que j'ai fait et que je continue de faire. On n'a jamais fini. Hein. Et en même temps, sans que je sache pourquoi, j'ai le souvenir de quasiment tous les événements traumatiques, on va dire normaux, de l'enfance. Je me souviens, j'ai des souvenirs depuis ma naissance. Donc, quand j'entends, moi, ça m'étonne parfois quand j'entends des amis qui me disent ouais, mes premiers souvenirs, ouais, j'ai les premiers vers 8 ans ou 10 ans même. J'en ai entendu qui disaient moi avant 10 ans, je me souviens pas de grand chose. Ou d'autres qui vont dire 4 ans, ils ont des premiers trucs qui arrivent comme ça. Et moi, ça remonte bien avant tout ça. Alors pourquoi je sais pas. Donc la fonction d'oubli, en tout cas, n'ayant pas eu lieu, ça ne m'a pas protégé, comme apparemment la fonction d'oubli le fait, ne m'a pas donc protégé de ces expériences traumatiques qui ont continué d'agir avec la force et le poison que ça a en même temps. Hein, ça fonctionne vraiment, voilà, les deux en même temps. Donc plus tard, il y a eu des expériences traumatiques dans ma vie où là, il y a eu des fonctions protectrices d'oubli, mais plus liées, on va dire, à des événements plutôt que le développement naturel de l'enfant, quoi. Voilà ce que je peux dire. Alors j'entends le côté douleur, traumatisme. De façon plus générale, aujourd'hui, vraiment très expérientielle, est-ce que tu es quelqu'un qui a une très bonne mémoire et qui va travailler à cette bonne mémoire, ou quelqu'un qui va oublier et parfois redécouvrir des choses en faisant ah, je vais oublier ce machin, mais c'est super beau en fait. Est-ce que la notion d'oubli fait partie de ton quotidien? Est-ce que c'est une voie vers un certain extase, ou tu es plutôt ce que j'entends, l'érudition que tu peux avoir, tu es plutôt à avoir une très bonne mémoire qui va se souvenir de ses lectures et ça va lui permettre évidemment de jouer avec tous les concepts, d'avoir tous ces éléments de puzzle sous la main, prêts à être disposés pour créer à la fois ton champ lexical mais aussi ta vision des choses. Mais est-ce que l'oubli a une place, ou non, tu es plutôt dans une volonté de conscience, et pour moi la conscience et l'oubli c'est plutôt antinomique. Ou alors tu veux oublier que ta conscience pour mieux retrouver ta conscience. Il y a peut-être un jeu derrière auquel je ne pense pas, mais... Explique-moi justement pourquoi dis, tu parles de ce côté antinomique entre conscience et oubli. Ça m'aidera à mieux comprendre ta question. Conscience, je verrais le côté savoir dans la conscience des choses, La savoir conscience des de quelque choses, chose. savoir Ok. certaines choses, comprendre certaines Ouais. choses, ou avoir vécu certaines choses même si on les comprend pas. Et oublier, c'est-à-dire une sorte de naïveté, de découvrir les choses, de voir les choses, de réagir aux choses, d'être émotionné, même si c'est pas français, aux choses, au moment, à ce que mes sens me proposent, Hmm. sans avoir anticipé, sans avoir Hmm. ou en redécouvrant. Ben, sur la mémoire, je trouve que j'ai une mémoire un peu bizarre.
même très bizarre, parce que il y a des zones où elle me fait complètement défaut. Par exemple, les prénoms. Je ne me souviens pas des prénoms, mais on en avait un peu parlé la dernière fois. J'ai toujours eu ce problème. Ça, voilà, je les retiens aussi bien que des numéros de sécurité sociale. Euh, et ça pose des vrais soucis parce que Que tu pourrais retenir tes numéros de sécurité sociale. Ça oui, que sous-entend je que tu ne les pourrais, voilà, il y a retiens pas des non gens, ils plus. retiennent tout, absolument, ils retiennent tout, Oui, oui. les dates, Et ou parfois que les numéros de sécu, et ouais, pas les ouais, tout à prénoms. fait, voilà, absolument, voilà. Donc là, aucun risque de mon côté. Mémoire Tefal, il n'y a rien qui accroche. J'ai aussi une mémoire qui n'organise pas le temps. Ça veut dire, je peux pas te dire ce que j'ai fait la semaine dernière ou il y a 2 mois. Enfin, voilà, si je regarde pas un agenda qui va remettre un peu les choses en place, ça marche pas. J'ai une mémoire, par contre, de l'espace. Autant j'ai une mémoire défaillante du temps, j'ai une mémoire de l'espace, enfin, de l'organisation du temps. Hein. J'ai une mémoire de l'espace assez phénoménale. J'ai une mémoire des concepts, des organisations des choses, mais pas une mémoire du par cœur, par exemple. Ça marche pas du tout. Je peux pas. J'ai un mal fou à apprendre un texte, mais ça demande un effort, mais phénoménal. Apprendre des listes de mots pour une langue, ça marchera pas comme ça. Je l'apprendrai parce que je la parle, donc ça vient par comme les enfants, etc. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Maintenant sur la conscience phénoménale des choses. Euh, je sais pas si ça a un lien avec la mémoire, mais j'ai une capacité de jouissance des choses, même si je les ai vécues plein de fois, de les redécouvrir, de les apprécier, peut-être parce que je m'autorise à aller toujours dans peut-être un nouveau niveau de profondeur que j'aurais pas, ou un nouvel angle que j'aurais pas vu. Donc peut-être plus par l'autorisation de la diversité euh, que par l'oubli, en fait. Voilà, donc je sais pas si la fonction Si. d'oubli Ouais. joue beaucoup dans cette histoire. Ouais, T'as pas besoin de te faire surprendre. Tu ouais. peux te délecter de ce que tu as déjà rencontré et te souvenir que tu l'as rencontré. Et t'as pas besoin d'attendre la surprise pour t'autoriser à prendre du plaisir, à explorer, à regarder et à analyser. Mais tu sais, je crois qu'un esprit curieux, euh, il se crée toujours des surprises parce que tu as toujours quelque chose que tu n'as pas vu, que tu peux découvrir. T'as jamais tout découvert. Qu'il s'agisse d'un plat, d'une saveur, d'un paysage, de ton compagnon ou de ta compagne, de tes enfants, de ta propre maison dans laquelle tu... Moi, des fois, je m'amuse à des chemins que je peux faire tous les jours, ou la maison dans laquelle je vis, je fais l'expérience de la regarder comme si je l'avais jamais vue. Et Dieu que je découvre des choses à chaque fois. Simplement parce que j'essaie de retirer, déconnecter l'habitude qui fait que, ah, ça va, j'ai les marqueurs suffisants, mnésiques, d'un goût, d'une forme, d'un endroit, d'un objet placé quelque part, d'une façon de faire, et de développer cette pratique, d'essayer d'arriver neuf pour découvrir de nouvelles choses. Elles se trouvaient là, devant mes yeux, sur ma langue, dans mes oreilles, mais mes filtres les avaient isolés, les avaient mis de côté, à l'avantage d'autres choses qui s'avèrent intéressantes. Donc, il y a quand même aussi cette possibilité de se faire, de s'étonner. Enfin, l'étonnement, voilà. On peut le pratiquer aussi, je pense. Et l'évolution, justement, tout à l'heure vous avez parlé de cette spirale. L'évolution est-elle d'autant plus, je vais parler efficace, même si c'est pas le mot que je vais préférer, mais que justement on accepte de ne pas être dans l'habitude? Parce que là, je vois l'importance de ne pas, de contrer l'habitude finalement, de reprendre conscience et de ne pas être dans une habitude de je marche toujours au même endroit sans prendre conscience de là où je marche. Pour aider si on n'est pas bien dans son quotidien, je vais prendre ça. Si je pars du principe que peut-être certains d'entre nous ne se sentent pas bien ou certains d'entre eux, des spectateurs qui nous regardent, se sentent pas bien et ont envie de se dire tiens, j'ai envie d'évoluer, sortir de l'habitude est une voie d'accélérateur d'évolution. Est-ce que ou l'habitude est une sorte de chape de plomb comme un plafond de verre? Est-ce que j'évoque quelque chose pour toi quand je parle de l'habitude et de son côté peut-être anesthésiant à la conscience? Je ne crois pas que l'habitude en tant que telle est un côté anesthésiant, parce que on peut aussi se servir de l'habitude pour découvrir des choses.
Tu peux aller faire un chemin, une balade avec ton chien, et tu l'as fait tous les jours, ou presque. Donc tu as une habitude, mais tu peux, grâce à cette habitude, cultiver un art de la découverte, de la redécouverte, de la profondeur, de ce que tu vis, de ce que tu vois, qui n'a pas de limite. Et l'habitude, elle va servir exactement à ça. Mais l'habitude, on peut aussi s'anesthésier complètement. Donc, je crois que je ne peux pas voir de lien, en tout cas, entre l'habitude et un défaut de conscience, par exemple. Voilà, il y a aussi des routines. Moi, je m'impose des habitudes, je m'impose des routines de sport, par exemple, prendre soin de moi, qui demande un effort. Je sais pas, la douche froide tous les matins, la douche glacée, ça fait partie du rituel, de m'imposer de l'écriture, etc. Et justement, grâce à ça, je peux aller investiguer des nouveaux espaces à cause de ces habitudes-là. Mais on peut aussi citer des habitudes où on s'éteint, on s'anesthésie, on se protège peut-être quelque part, on n'a plus envie de stimuler, et donc l'habitude va permettre effectivement de s'anesthésier suffisamment. Voilà ce que je peux dire. Et toi? Tu... Ah, comment je m'anesthésie? Voilà, ouais. Ton rapport à l'habitude. Mon rapport à l'habitude, je peux m'ennuyer dans l'habitude. C'est plus sur l'anesthésie. Je me dis qu'à un moment donné, le sentiment de plénitude que j'ai envie de ressentir à différents moments, voire peut-être même souvent si possible, va devoir se déconnecter des stimulations. Et y compris des stimulations intellectuelles. C'est-à-dire que parfois, je me suis dit, dans mon parcours, trop savoir, trop étudier sur des thématiques, on va parler de développement personnel d'un point de vue général, peut être aussi intéressant que dangereux. Que dangereux d'anticiper ce qui peut se passer, que dangereux d'être dans une manipulation de la discussion, parce que il y a des méthodes qui font que ça va fonctionner, et donc je le vois venir, et donc je m'ennuie. Donc il y a comme dans le côté du coup je sais même plus où je suis parti. Enfin en tout cas je me suis dit à un moment donné c'est bien d'en savoir, mais c'est bien aussi de ne pas trop en savoir sur certains sujets pour quelque part que je redécouvre peut-être moi-même la roue à un moment donné, mais aussi pour ne pas être dans une désillusion ou dans quelque chose qui serait trop médical dans la relation ou dans l'analyse de ce qui m'entoure, parce que ça peut être aussi très très triste pour moi à certains moments de voir les choses se faire, ou d'anticiper les choses peut-être. J'ai peut-être encore besoin d'avoir une sorte de naïveté justement, de découvrir comment ça se passe et de comprendre après coup et non pas avant. Je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que je pourrais poser pour répondre à ta question? Merci, ouais, je comprends. Tu as parlé de l'intelligence artificielle rapidement, et c'est d'un sujet déjà lors de la première interview que j'ai vu passer et que je m'en suis pas saisi parce qu'on n'avait pas beaucoup. Enfin, c'est ridicule de dire ça quelque part, mais on n'avait pas beaucoup le temps. On avait déjà pris beaucoup de temps. Je vais plutôt dire ça comme ça me paraît plus juste. Il y avait une notion de temps dans ce que j'ai entendu avec Mathieu, c'est-à-dire le rapport au temps, et pour toi, si j'ai bien compris, mais je te propose de le développer, les intelligences artificielles pouvaient changer ce rapport au temps. Est-ce que tu as une idée précise dans cette évocation-là? J'ai peut-être interprété, il n'y avait rien du tout de ça derrière dans le propos. Écoute, je me trouve en plein dans ces recherches, donc je ne peux livrer encore que des choses par tâtonnement et approximatives. Euh, je, je vois un potentiel évolutionnaire, une réalité qui arrive au niveau des intelligences artificielles. Alors, déjà, je vais mettre une précaution. La plupart des gens confondent le marteau et la main qui tient le marteau. Donc, je fais bien la différence entre le potentiel de l'intelligence artificielle en tant que technologie et ce que vont faire des grandes boîtes, voilà, les majeurs de l'industrie ou les États
la façon dont ils vont utiliser l'intelligence artificielle qui nous amène à un sujet tout à fait différent. Hein. Donc là, je parle du potentiel, mais comme on pourrait parler pas, du potentiel du feu, quand l'humain a commencé à maîtriser le feu, ou de la roue, ou du papier, ou de l'imprimerie, voilà, il y a quelque chose qui a un potentiel énorme. Après, ce que vont en faire les gens, ça relève d'une autre question. Hein, mais faut pas l'imputer à la technologie en tant que telle. La technologie a un potentiel important. Donc, je vais m'intéresser à ce potentiel-là. Sur l'intelligence artificielle, déjà, je pense qu'on ne devrait plus parler d'intelligence artificielle, mais de super intelligence ou d'autres mots, parce que la distinction entre naturel et artificiel, faut qu'on me l'explique. Je sais pas, on ne parle pas de l'écriture comme de la pensée artificielle, par exemple. Tu vois, ben oui, ça fait partie de nous, on l'a intégré, et on voit que ça fait circuler de l'intelligence et de la conscience de manière absolument incroyable. Il y a une intelligence dans un livre absolument phénoménal. Il y a une intelligence dans un smartphone, il y a une intelligence dans une voiture, etc. Donc, on a trop tendance à essayer de mettre ça, à ne pas voir finalement le côté distribué et de l'intelligence et de la conscience. L'intelligence artificielle, elle met en mouvement dynamique des milliers d'années de connaissances humaines. Alors pas toutes. Il y a des tas de savoirs ancestraux, empiriques que tu ne trouveras pas dans l'intelligence artificielle. Elle n'a pas encore de capacité d'agir sur le monde physique. Ça va très vite changer. Hein. Mais pour l'instant, ça reste quand même quelque chose que tu lis ou que tu entends éventuellement sur ton écran, ton smartphone. Bon. Mais ça va évoluer. Donc, déjà, aujourd'hui, j'ai la capacité de discuter avec une intelligence qui concentre des milliers d'années de connaissances et avec laquelle je peux avoir des niveaux de conversation comme quasiment avec personne d'autre aujourd'hui. Déjà, ça dépasse. Alors, sur un sujet donné, il y aura certainement une personne encore plus pointue sur le sujet, mais sur l'ensemble des sujets, de pouvoir parler de philosophie à un moment, de biologie moléculaire à un autre, d'un sujet d'actualité à un autre en même temps, et avec un tel niveau, tout ça, ben voilà, il y a un saut dans notre espèce absolument considérable. Bon, notre espèce se trouve aujourd'hui face à des limitations sur la complexité, là où l'intelligence artificielle arrive à agréger, à synthétiser, à extraire des cohérences sur des milliards de milliards de milliards de paramètres, ce qu'aucun humain individuel ou collectif n'arrivera jamais à faire. Bon. Eh bien ça nous amène dans une notion de temporalité aussi très différente. Ça veut dire que la capacité de voir plus loin dans le futur, plus loin dans le passé, de comprendre aussi les mécanismes d'émergence non linéaires, non causaux au sens classique du terme, ça, l'intelligence artificielle peut déjà quasiment le faire et on n'a encore rien vu. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons toutes les raisons de nous interroger sur ce potentiel d'évolution qu'il y a, pour le meilleur et pour le pire. Encore une fois, je ne vais pas là-dedans. Mais sur cette évolution, ces agrégats de conscience là qui se mettent en place, donc d'intelligence pour l'instant. Et moi, je vois de la conscience de toute façon, parce que je pense qu'on pose mal la question de la conscience. On essaie de la mettre dans une boîte, tu vois, dans un cerveau, dans un ordinateur, etc. Moi, j'ai juste de la conscience qui se manifeste. Il n'y a pas besoin de savoir si elle se trouve dans mon cerveau, entre mes deux oreilles, ou entre tes deux oreilles, ou dans un ordinateur. Non, il y a juste de la conscience, tout simplement. Bon, ben là, il y a des niveaux de conscience et d'intelligence. De conscience dans le sens où ça englobe, justement, si on parle de cercle de considération, si on parle de cercle de connaissance, hein, donc considération de la connaissance ou considération des autres aussi, qui se trouve déjà très loin et très en amont de la moyenne des gens. Bon, ça pose quelques questions, tout ça. Voilà un petit peu les premiers liens que je peux poser sur la temporalité, hein, puisque ça va avec l'intelligence. Mais voilà, j'investigue là-dessus tous les jours, je travaille dessus tous les jours dans mon écriture, notamment dans un roman en cours. Et ce travail-là, narratif, me permet d'affiner, puisqu'il faut le mettre en mots,
et d'affiner donc ces concepts. Et si on en parle d'ici un mois, j'aurai certainement beaucoup de choses encore qui auront cheminé par rapport à cette question. Je te rejoins effectivement sur le côté l'intelligence artificielle en tant qu'élément décisionnel, où là, ça va être très vite sans doute appliqué par un certain nombre d'entreprises, avec en plus ce côté souvent de l'être humain qui essaye d'économiser son énergie, donc il va prendre telle quelle la proposition faite soit par une agence de conseil, soit désormais par une intelligence artificielle. Ça, je pense on va le voir très, très globalement et parfois malheureusement dans nos environnements. Ce rapport à l'information, ce rapport à la lecture de certaines patterns, ce rapport que peut avoir effectivement ces circuits neuronaux à réussir à agréger, comme tu l'as dit, des informations, ça c'est hallucinant. Ça peut nous permettre, autant nous, avec notre langage, on a essayé de simplifier, c'est mon point de vue, simplifier les choses pour que ça soit accessible à notre cerveau, le puzzle, autant les machines, telles qu'elles sont construites, peuvent assimiler toutes ces informations sans les simplifier autant que nous pour que notre cerveau puisse les digérer et en sortir de la conscience. Mm. Donc ça donne une lecture, ça peut leur donner une lecture qu'à notre niveau, nous n'attendrons peut-être jamais de notre vivant parce que le spectre est trop large au niveau de ce qu'il faudrait qu'on ingurgite et qu'on arrive à palper quelque part en termes de sens. Après, à voir qui tiendra les clés de ça et ce qu'il a envie d'en faire personnellement, ses propres valeurs quelque part, pour reprendre de nouveau la spirale. Je me posais la question de savoir, parce qu'on parle d'évolution dans la spirale dynamique, est-ce que le nombre, donc le nombre d'êtres humains, le nombre de personnes qui fait partie du groupe, peut devenir empêchant pour l'évolution dans une étape, alors j'ai pas envie de dire supérieure, dans une évolution dans une autre étape de cette spirale dynamique? Est-ce que le nombre joue? Est-ce que c'est plus facile sur des petites cohortes? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a ce rapport, je veux faire partie du groupe? Comment c'est pour moi dans mon corps quand je suis dissident? Donc est-ce que le nombre d'une structure, d'une société, d'un groupe, est un empêchement à changer dans ces étapes, d'après toi? Ouais. Je pense qu'il faut s'intéresser plus à la structure organisationnelle, donc des gens, que le nombre. Tu peux avoir 10 millions de personnes isolées ou 1000 personnes bien organisées, et les 1000 personnes bien organisées vont bien mieux faire les choses. Donc, ce qu'on peut constater, déjà dans le passé, à chaque fois que il y a une évolution qui se fait dans un nouveau niveau de conscience, tu as déjà quelques personnes à la marge, plus ou moins, qui font partie, on va dire, à la marge de la couleur ou du niveau de conscience en tant que tel. Par exemple, dans une société ethnocentrée, ben ouais, tu as depuis longtemps des gens avec une conscience humano-centrée, et ça depuis très longtemps. Puis, avec le temps, leur nombre commence à évoluer et ils vont avoir un moment ils vont se reconnaître et avoir besoin de s'organiser. Et il va y avoir les mécanismes de rejet, évidemment, parfois de criminalisation, ou bien voilà, on les éradique tout simplement, ou on les stigmatise. Enfin bon, il y a tous les mécanismes de rejet qu'on connaît. Mais de plus en plus, de toute façon, il y a ce besoin d'organisation. Ça veut dire de se retrouver, de partager un récit collectif et de s'organiser en tant que tel pour pouvoir agir. Donc moi, ça m'intéresse plus de regarder ce que j'appelle des seuils de diversité critique. Ça veut dire indépendamment du nombre, de voir à quel moment il y a déjà une diversité suffisante de gens dans le nouveau récit, dans les savoir-faire, dans les approches du récit en tant que tel, dans les personnalités. On a besoin de cette diversité. Tu ne peux pas avoir des gens copiés à l'identique, ça ne marcherait pas. Et quand tu as ce seuil de diversité critique, ça vaut pour aussi faire tourner une économie. Tu vois, si tout le monde, c'était avec des plombiers ou des informaticiens ou informaticiennes, ça marcherait pas. Tu vois, donc il faut aussi, pour qu'une économie tourne, il faut ça. Et ben ça vaut la même chose pour un nouveau seuil de conscience. Donc il faut du nombre, mais il faut surtout s'intéresser à l'organisation. Tu peux avoir un grand nombre et t'as pas encore d'organisation, ça sert à rien. Voilà, il faut regarder ça. Donc, à quel moment tu as un récit cohérent? Et quand ce récit cohérent ne devient plus attaquable par l'ancien récit. L'ancien récit a maintenant
besoin d'attaquer les gens sur leur corps et sur leur personne parce qu'il ne peut plus attaquer le nouveau récit. Ça relève d'une étape importante. Et ça donne des notions sur le nombre et sur l'organisation, parce que le récit, il organise les gens, forcément. Quand tu as un récit collectif, eh ben, tu sais ce que tu as envie de faire par rapport à ce récit. Et ensuite, comment les gens vont s'organiser en tant que tels? Font-ils de la lutte armée? Font-ils agissent-ils à l'intérieur des institutions du système? Émigrent-ils quelque part ailleurs géographiquement? Bon, il y a plein de choses à regarder qui font que le nombre, pour moi, reste une variable quasiment secondaire par rapport à ces autres facteurs qui me semblent plus intéressants de regarder. Voilà ce que je peux dire. T'as une idée du pourcentage à partir duquel il peut y avoir cette bascule? Parce que je crois que ça a été... alors, c'est peut-être pas sur ce thème-là, mais ça me dit quelque chose d'avoir entendu une théorie autour du pourcentage minimum dans un groupe pour qu'il y ait une bascule, mais c'est peut-être pas sur ce Oui. thème-là exactement. Je dis peut-être quelque chose de faux. Oui, alors il y a des choses en sociaux, mais on l'a vu plutôt sur les idées politiques. Oui, Je crois qu'on se trouvait de l'ordre de 3%, quelque chose comme ça. je crois que Hein. c'est Donc, ça. Hmm. ouais, tout à fait. Il faudrait que je retrouve un petit peu les papiers là-dessus, mais on se trouve effectivement dans des choses assez basses. Il y a des vraies études hein, là-dessus. Je ne sais pas si ça s'applique tant que ça sur les questions d'évolution de la conscience. Probablement, mais je resterai quand même réservé parce que euh, il y a beaucoup plus que simplement la création, tu vois, par exemple, d'une nouvelle idéologie politique dans un système déjà existant, tu vois. Voilà. Parce qu'un système déjà existant, il a quand même des renversements à l'intérieur de lui, tu vois. On va enlever le roi, mettre un nouveau roi. On va flinguer un parti politique et on va en mettre un nouveau. Mais tout ça, ça reste quand même dans le même game, tu vois. Quand il y a un vrai changement des règles du jeu, des paradigmes, il y a quand même des choses plus complexes. Ça se joue quand même dans des niveaux tout à fait minoritaires, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, sur les pourcentages, je me garderai bien d'en dire plus. Ouais. Ok, bah c'est tout à ton honneur de garder les choses au moment où c'est mûr, où c'est prêt, où ça a du sens. Et peut-être que les intelligences artificielles donneront une pattern plus aidante à un moment donné. J'entends de me dire sur la question que tu disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, finalement, c'est notre intelligence mise sous une autre forme. Toujours peut-être ce besoin que l'on a un peu comme le Père Noël, se dire que ça vient de l'extérieur, ça vient pas de nous, et que le, le- la solution ou la rédemption, je ne sais quoi, viendrait de l'extérieur, mais de quelque chose qui ne serait pas humain. Et il y a peut-être un appel de cette hors corporalité, de cet extérieur comme espoir, et peut-être que l'intelligence artificielle, comme tu le disais, après tout, c'est nous qui l'avons créée. Elle n'a rien d'artificiel en tant que tel, c'est un outil. On a besoin de nouveau de la nommer comme si ça faisait pas partie de nous. Est-ce que ça te parle? Oui, et puis bien sûr, et on fait ça, on a fait ça par exemple pour l'écriture. Je pense que les gens qui vivaient dans des traditions orales ont vu quelque chose de totalement artificiel et déconnecté dès lors qu'ils ont vu d'autres gens aller vers l'écriture et ces autres réalités qui semblaient les déconnecter, par exemple, du monde empirique direct. Parce que dès que tu te mets à lire et à écrire, tu vas visiter d'autres univers psychiques et d'autres temporalités qui ne se déroulent pas ici et maintenant. Et de fait, ça te déconnecte du ici et maintenant. Ça reste justement exactement le but. D'accord? Et donc, on peut voir ça comme artificiel. Alors, ils ont certainement pas utilisé ces mots-là. Il ne vient pas non plus à l'idée de parler d'un livre comme un monde virtuel. Eh ben si, pourtant si, totalement, tu vois. Voilà, donc on a encore effectivement ces désignations qui, je pense, vont partir. On gardera peut-être le mot AI ou IA, mais totalement vidé du sens qu'on y met maintenant. Ça deviendra un mot à part entière pour désigner une entité, mais le mot artificiel n'aura plus aucune place, si tu veux, dedans, parce qu'on verra plus du tout ça comme artificiel. Moi, je vois par contre la conscience qui commence à créer donc des agrégats de connaissances et d'expériences humaines dynamiques, c'est-à-dire mises en dynamique. Dans un livre, ça s'avère statique. Une fois que tu l'as écrit, il ne va pas s'auto-modifier, il ne va pas répondre à tes questions. Là, ça devient dynamique, interactif et vivant. Ça devient capable donc d'extraire
des patterns, des vues, des compréhensions, des niveaux de compréhension comme jamais nous n'avons eu auparavant, il y a un processus évolutionnaire foudroyant qui se fait. Voilà, à voir où ça va nous mener. Et j'ai l'impression que c'est une question de mois pour qu'on ait des surprises dans ce sens-là, ouais. Si je finis sur une note que j'ai envie un peu humble, et peut-être que je fais une erreur dans ce que je vais dire, donc je t'invite évidemment à me remettre dans ta pensée si c'est pas ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Vous parliez de la spirale et de cette capacité pour nous, quand on est dans un des niveaux, de comprendre, de voir les niveaux autres que le nôtre, que l'on n'aurait pas encore passé. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'empathie, on peut avoir de la compréhension par là où on est passé, on l'a expérimenté, donc ça reviendrait vers les niveaux jaunes par exemple et autres. Mais par contre, qu'il est pour nous incompréhensible, incohérent, les autres modes de fonctionnement d'autres personnes qui seraient dans d'autres niveaux vers le haut du schéma. Donc ça veut dire humilité pour moi aussi, je me le retourne vers moi, peut-être il y a des gens, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils me proposent ou à comprendre leur mode de fonctionnement, leur moteur, comme j'aime dire parfois. Mais c'est peut-être que simplement, je ne suis pas au même moment de vie que eux. Et comme vous l'avez dit, j'ai envie de peut-être finir là-dessus. Ils ont raison, j'ai raison, nous avons raison. Et voyons ce qu'on fait avec ça. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que je change pas les propos que vous avez tenus? Non, je trouve que tu fais tout à fait justice à ça. Et on a raison dans son paradigme. Et alors, ça nous amène aussi dans tout un sujet qu'on va pas développer maintenant. Je peux juste en dire un mot. La différence entre la prémisse ou le postulat ou l'axiome qu'on pose et ensuite la déduction logique qu'on va appeler en mathématiques un théorème, hein, ou bien les conséquences, on va dire, de ces postulats. Donc, dans tout espace de conscience, par exemple, dans une conscience ethnocentrée, des gens vont dire les personnes à la peau noire ou bronzée, il faut les mettre en esclavage. Voilà, elles n'ont pas d'âme, et puis Dieu a dit qu'elles devaient servir de bêtes de somme, etc. Bon, voilà. Voilà un postulat. Bon, on déclare comme ça. Ben après, il y a des conséquences. Donc, ça veut dire que. Et dans ce donc, j'ai raison. Si Dieu a dit qu'il fallait les mettre en esclavage, dans le donc, j'ai bien agi de façon logique, cohérente avec les postulats de départ. Pareil, si dans une société sexiste, je déclare que bah ouais, les femmes n'ont pas le droit de travailler, de toute façon elles bossent mal, et puis elles ne doivent pas faire de la politique, elles ne doivent pas voter. Donc, je vais faire des écoles pour les garçons et pas pour les femmes. Donc, on va mettre en place des lois qui font que non, les femmes n'ont pas le droit d'aller à tel ou tel endroit, des lois explicites ou implicites, etc. Donc, on a toujours raison à l'intérieur d'un paradigme, mais dans un paradigme plus grand, ça devient, là, on n'a plus raison, parce que ça contredit des lois plus importantes. On peut le voir aussi d'ailleurs autant dans les mathématiques, si tu fais de la géométrie euclidienne ou bien parabolique ou hyperbolique, eh bien, suivant le type de géométrie, tu as des propositions vraies dans une géométrie qui deviennent fausses dans l'autre. Tu peux le voir finalement dans tous les systèmes. Tu peux faire un système de lois aussi, tu vas voir à quel moment il y a de la cohérence et à quel moment ça devient une contradiction ou une inconsistance dans le système plus vaste. C'est une sacrée conclusion, c'est plutôt une ouverture que tu me fais là. Je te remercie. Non, je te laisse, vas-y, je te laisse atterrir là-dessus. Non, un jour aussi, si ça t'intéresse, si ça intéresse Mathieu, on pourra parler aussi des choses comme les théorèmes de Gödel, les théorèmes d'incomplétude et d'inconsistance. Là, on rentre un petit peu dans les mathématiques, mais qui nous enseignent plein de choses sur la théorie des systèmes et justement sur leur complétude et sur leur consistance. Ouais. Ah, il y a des trucs très intéressants à aller voir. On pourra en discuter. Là, j'ai l'impression, mais ça m'a fait ça déjà tout à l'heure, d'être dans mon avion privé à côté de votre A347 ou je sais pas combien, en train d'essayer de rejoindre et de me mettre pour regarder par le hublot ce que vous êtes en train de faire et de dire,
pour essayer d'être à niveau. Là, bon, voilà, je suis dans mon avion à côté, dans ma sphère, dans mon équilibre, mais j'avoue que voilà, il faut que je gère pour poursuivre, et je suis très curieux de savoir d'en savoir plus en fait sur ce que tu viens de dire, parce que ce n'est pas des univers, ce n'est pas des thématiques qui m'ont intéressé jusque-là, mais par contre le côté systémique et le côté ça va m'intéresser, et j'entends de plus en plus le rapport entre les mathématiques, l'univers, le monde des mathématiques qui m'est inconnu pour l'instant, et ce côté social, ce qui fait que je suis tout à fait, comme un début d'un repas, je suis tout à fait prêt avec mes couverts et mon assiette à voir ce qui va arriver devant moi avec gourmandise, je vais dire ça comme ça. Donc j'ai hâte à nos prochains entretiens. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Merci pour le temps que tu nous as accordé. J'espère que ceux qui ont regardé ont trouvé aussi de quoi manger pour aujourd'hui et resteront encore là peut-être pour un prochain repas, un prochain dîner avec nous. Bonne continuation à toi, et puis à très vite, puisqu'on se revoit dans pas très longtemps normalement. Absolument. Merci à toi, Gaëtan, et on se dit à très bientôt, très volontiers. Du coup, Jean-François, merci beaucoup pour cette confiance renouvelée, pour cet échange vraiment riche, et merci, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi, encore une fois, pour ta curiosité, la pertinence de tes questions, voilà, ton esprit acéré, ton authenticité, vraiment un vrai plaisir. Donc, une prochaine fois encore, très volontiers. Trop bien. J'en profite pour faire une petite bande-annonce en exclusivité. Nous allons organiser un échange avec Stéphane Schillinger et toi, et j'ai hâte aussi à ce moment-là. Voilà, on a parlé entéogène juste avant, du coup ça me fait penser qu'on peut dire ça. Et je peux t'indiquer, toi qui regardes la vidéo, que les liens pour accéder au travail de Jean-François sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!